Nous travaillons beaucoup à la Fondation pour la prospective et l'innovation sur à la fois les sujets liés au changement climatique, où nous avons fait beaucoup de travaux, dont un travail particulièrement approfondi a été transcrit dans notre revue annuelle, le Shérif, sous le thème de la planétisation. J'y reviendrai. Nous sommes très mobilisés sur cet enjeu qui fait que nous organisons beaucoup d'échanges sur cet défi qui est posé à l'ensemble des nations du monde. Mais aussi, nous travaillons beaucoup sur l'Afrique. On a plusieurs initiatives avec un forum annuel à Montpellier, avec beaucoup de travaux et d'échanges, non seulement dans l'Afrique du Nord, où nous avons des partenariats réguliers en Afrique du Nord, notamment donc au Maroc, en Tunisie et en Algérie, mais aussi nous travaillons dans l'Afrique subsaharienne pour débattre d'un certain nombre de questions de développement et notamment comment essayer de valoriser la fonction entrepreneuriale et comment essayer d'aider les jeunes entrepreneurs à se développer, notamment en étant connectés avec leurs confrères d'Europe, d'Asie ou d'Amérique. Donc, les questions africaines sont pour nous extrêmement préoccupantes. Nous sommes inscrits dans une perspective qui est le continent euro-africain et nous voyons bien qu'il n'y a aucune chance que l'Europe soit heureuse si l'Afrique est malheureuse et réciproquement, on ne peut pas aujourd'hui considérer que ces deux continents ont des avenirs qui sont fondamentalement séparés. Leur proximité géographique et historique est telle que nos destins sont en grande partie liés. Donc, en croisant ces deux préoccupations, le développement durable, toute la mobilisation sur le changement climatique et la préoccupation globale de la place de l'Afrique dans le monde et son émergence essentielle à la fois pour l'Afrique mais aussi pour l'équilibre du monde, font que la COP 27 de Sharm el-Sheikh est vraiment un rendez-vous particulièrement important parce que c'est le rendez-vous en Afrique pour en fait le premier des publics impactés par ces changements climatiques. Et on dit que dans les 10 prochaines années, c'est quand même l'immédiat, les 10 prochaines années, plus de 100 millions d'Africains sont directement et personnellement impactés par les changements climatiques. Donc le continent africain est probablement celui qui est en première ligne aujourd'hui de ces menaces qui pèsent sur les équilibres du monde. Et cette COP 27 qui va faire le bilan d'un certain nombre d'engagements, mais aussi de certaines perspectives qu'il nous faut aujourd'hui tracer en commun, il est évident que cette COP 27 est très importante pour qu'on y mesure les attentes de l'Afrique et la mobilisation des autres nations pour le continent africain. Donc, c'est ce que nous allons essayer de définir aujourd'hui avec cette double volonté d'observer la part de l'Afrique dans cette COP27 et puis plus globalement, cette COP27 sera-t-elle une COP qui relancera le dispositif, au contraire, sera-t-elle une COP qui, comme les précédentes, aura beaucoup d'occasions de décevoir quelque peu et de voir régulièrement des engagements peu tenus. Et on voit bien que les engagements sont difficiles à tenir. Je pense naturellement et évidemment à la question européenne et avec cette guerre en Europe qui aujourd'hui pose d'énormes problèmes à toutes les nations concernées, qui crée aussi un certain nombre de divisions. La guerre entraîne toujours beaucoup de divisions et donc on voit bien que nous avons tous les uns et les autres des difficultés à tenir les engagements et pourtant la menace est là et sans l'exécution de ces engagements, les drames sont devant nous. C'est ce que nous allons étudier, discuter, essayer d'éclaircir aujourd'hui. D'abord, parce que c'est un sujet essentiel que cette lutte contre les changements climatiques et que cette conscience que la planète aujourd'hui est vraiment notre bien commun à protéger. C'est une forme d'humanisation de la mondialisation qui est très importante. Vous savez, on a beaucoup parlé du consensus de Washington, des débuts de la mondialisation, il y a maintenant une cinquantaine d'années. On voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation tout à fait différente, puisqu'il y a sur cette idée de planète et sur le fait que pour protéger l'humanité, il faut protéger la planète, cette planétisation des consciences, c'est un consensus de nos sociétés civiles.
Et si nos nations sont quelque peu réservées, les sociétés civiles partout, les jeunes, qu'ils soient à Singapour, qu'ils soient à Alger, qu'ils soient à San Francisco, qu'ils soient à Bangalore, tous sont aujourd'hui convaincus que c'est en protégeant la planète qu'on protégera l'humanité. Et donc ce consensus-là de toutes les sociétés civiles est très important pour faire avancer les choses. On a beaucoup avancé dans les phases précédentes sur un consensus, le consensus de Washington, qui était le consensus des nations, mais qui n'était pas le consensus des peuples. Là, nous sommes tout proches d'un consensus des peuples, ce qui doit nous rendre un petit peu optimistes dans ce monde où il y a tellement de tensions, mais les tensions sont entre États, et aujourd'hui, on voit que les sociétés civiles prennent la parole pour mettre l'environnement et la protection de la planète au premier rang des préoccupations. Et dans ce contexte-là, la société civile, les sociétés civiles africaines sont elles aussi au premier plan. Et donc, dans ce contexte-là, il faut absolument garder l'espoir et voir comment, avec ces COP27, avec ce processus de COP d'ailleurs de l'ONU, qui est un processus qui permet d'associer les sociétés civiles, d'associer les municipalités, d'associer les associations, les syndicats, l'ensemble des partenaires et notamment les ONG, pour que la préoccupation sorte un peu de la diplomatie habituelle et puisse avoir une pression qui est une pression populaire, qui est la vraie garantie de l'efficacité des actions. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va développer un peu à la fois les attentes de l'Afrique et puis de voir comment les pays développés peuvent répondre à ces attentes, puisqu'on voit bien que la question de la participation financière, mais pas seulement la participation financière, mais que la participation financière des uns et des autres était au premier rang de toutes les préoccupations. Il faut de l'argent pour faire face au changement climatique, il faut de l'argent investi en Afrique. Mais il faut aussi, derrière ça, avoir une organisation des logistiques et des écosystèmes qui permettent, avec notamment les nouvelles technologies, à l'Afrique de franchir des étapes de développement qui permettront des mesures opérationnelles efficaces pour que cette mobilisation, y compris une mobilisation populaire des sociétés civiles sur cette planétisation des sociétés qu'il nous faut essayer de travailler. Alors, je voudrais, en accueillant Alexandre Borde, qui est le PDG de Cibola Partners et qui va être notre animateur de ce débat, je voudrais, en le remerciant de sa participation et des efforts qu'il fait pour que ce débat soit un débat créatif et fertile, je voudrais remercier les différents intervenants. Je laisse le soin à Alexandre Borde de les présenter, mais je voudrais dire à chacun d'entre eux toute notre gratitude et l'attente qui est la nôtre, parce que nous souhaitons vraiment entendre les voix africaines sur ce sujet pour lequel l'Afrique est vraiment au cœur du sujet. Alexandre, vous avez la parole et je vous remercie de votre animation anticipée. Merci, Monsieur le Premier ministre. Bonjour à tous. Effectivement, j'ai l'honneur et la joie d'être l'animateur de ce webinaire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un panel d'une grande qualité avec des acteurs au quotidien de la lutte contre le changement climatique sur le continent africain. On va avoir la chance d'avoir des perspectives d'acteurs avec des profils différents, du monde de la recherche, du monde de la finance, du monde des organisations internationales et du monde de l'entreprise. Donc, les différents panélistes que je vais vous présenter vont nous indiquer quelles sont leurs attentes de la COP27, quels sont les enjeux qui se posent pour les différents acteurs que je viens de citer. Et je crois qu'on va commencer par une vidéo introductive qui va nous être présentée par M. Soso Fenduno, qui est chargé de recherche à la Fondation pour les études et recherches sur le développement international, la FERDI. Et puis, nous aurons ensuite M. Moubarak Moukaila, qui nous fera une présentation avec la perspective d'une banque régionale de développement, la BOAD, M. Karim Selouane, qui est du monde de l'industrie, qui travaille pour une filiale du groupe Vinci, et Émeric Penou, qui travaille pour une banque d'affaires africaine, la banque Southbridge. Alors, naturellement, on va avoir le temps de discuter de tous les enjeux que M. le Premier ministre a introduits, en approfondissement un certain nombre de sujets, les attentes, quels sont déjà les points de crispation, parce que d'une COP à l'autre, de la COP 26 qui s'est tenue l'année dernière à Glasgow
à la COP de Sharm el-Sheikh qui va se tenir du 7 au 18 novembre prochain. Il y a évidemment des négociations qui ont lieu tout au long de l'année entre les différentes délégations des différents pays et on sent déjà quels sont les sujets qui montent, quels sont les sujets de tension. Ce sont tous ces aspects-là qu'on va aborder aujourd'hui. Je propose que l'on commence avec la vidéo introductive de M. Sossou Fenduno, qui va nous présenter les travaux de recherche de la FERDI sur ces sujets-là. Je pense que la vidéo peut être lancée d'une minute à l'autre. La voilà qui apparaît. Bonjour à tous. Je suis très heureux de participer à ce webinaire à travers cet enregistrement vidéo. Je voudrais commencer par remercier la Fondation Prospective et Innovation pour l'invitation. Nous sommes à l'orée de la COP 27 et beaucoup sont déjà sur le charbon ardent, tant les attentes sont nombreuses par rapport à cette COP. Une COP qui, comme les précédentes, sera marquée par des engagements financiers des pays du Nord à l'égard des pays du Sud. Les premiers étant responsables de l'écrasante majorité des émissions de gaz à effet de serre, alors que les seconds subissent de plein fouet les impacts négatifs du changement climatique. Des sources indiquent que les pays du G20, par exemple, sont responsables de la production de 80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, alors qu'au niveau du continent, nous enregistrons une production de 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, au niveau du continent africain, tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. L'ensemble est très disparate. 6 pays, par exemple, contribuent à hauteur de 80% de la production des gaz à effet de serre venant de l'Afrique. Si l'on prend, par exemple, l'Afrique du Sud et l'Égypte, ces deux pays contribuent à hauteur de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, comme vous pouvez le comprendre, il y a quand même un manque d'équité qui se pose là. Donc, de nos jours, on ne peut pas dissocier le changement climatique des enjeux majeurs de développement, notamment avec l'exposition des populations et des secteurs économiques à des risques considérables. Nous avons, par exemple, une vaste littérature qui existe concernant les effets du changement climatique sur la sécurité alimentaire, sur la disponibilité de l'eau, sur la concurrence pour les ressources qui se raréfient, les migrations et les déplacements de population. Beaucoup de ces problématiques se posent avec acuité dans les pays fragiles, par exemple ceux du Sahel. Et le changement climatique y est pour beaucoup de façon significative. Avec des périodes de sécheresse notamment qui sont de plus en plus longues, l'insécurité alimentaire est encore plus intense. Je rappelle que près de 60% de la population africaine dépend de l'agriculture pour survivre. Les actions en matière de lutte contre le changement climatique nécessitent des financements portant sur deux volets: les dépenses d'atténuation, dont le financement relève d'une logique de participation à la gestion d'un bien public mondial, et les dépenses d'adaptation, dont le financement doit être partie prenante des stratégies de développement. L'Afrique est plus vulnérable, mais très peu financée. C'est ça le paradoxe. Par exemple, sur ces dernières années, le continent ne reçoit en moyenne que 26% des financements dédiés au climat. Cela découle du fait que les principes d'équité, d'efficience et de transparence ne sont pas très respectés en matière de distribution des ressources financières dédiées à l'adaptation. En particulier, le principe d'équité qui voudrait que la distribution des ressources se fasse en fonction du niveau de vulnérabilité des pays. Donc, une allocation juste nécessite de mettre en place des outils permettant de comprendre et d'examiner les situations de vulnérabilité des pays, mais surtout la mise en place d'un indice permettant d'identifier les pays les plus vulnérables au changement climatique et pouvant servir à l'allocation des ressources dédiées à l'adaptation.
un indice pertinent qui doit être utilisé dans le cadre de l'allocation des ressources doit répondre à certains principes. Notamment, il doit refléter la vulnérabilité structurelle au changement climatique, c'est-à-dire il ne doit refléter que des facteurs exogènes, physiques, subis par les pays. Il ne doit évidemment pas dépendre de la politique présente des pays. Cela permet une certaine prédictabilité de l'allocation, mais aussi d'éviter le phénomène de hasard moral dans le processus de l'allocation des ressources. Il ne peut bien évidemment pas être le seul critère d'allocation. Il doit être utilisé dans une formule d'allocation à côté d'autres critères traditionnels que l'on connaît, comme le revenu par tête, le capital humain ou d'autres critères de performance. Donc, la FERDI a développé un indice de vulnérabilité physique au changement climatique dénommé PVCCI, qui essaie de capter le changement climatique à travers ces différentes manifestations. C'est un indice qui capte à la fois les risques relatifs au choc progressif, mais aussi les risques liés à l'intensification des chocs récurrents. Donc, comme je le disais, les différentes manifestations du changement climatique sont prises en compte, aussi bien on peut noter les chocs de température, les chocs de précipitation, le phénomène d'aridité, la montée des eaux, mais aussi les cyclones et leur intensité. Donc, dans la littérature et dans le processus d'allocation des ressources dédiées à l'adaptation vers les pays du Sud, en particulier les pays africains, il manque un tel outil qui puisse établir une certaine clarté dans le processus d'allocation. Donc, le PVCCI est un outil qui pourrait servir dans ce cadre, mais pas que cela. Il permet également d'identifier les pays les plus vulnérables, donc de façon structurelle. Si l'on note bien les différentes conventions du climat, les différents sommets, on a toujours parlé d'allouer des ressources vers les pays les plus vulnérables, sauf qu'ils sont pas, tous les pays sont vulnérables, mais ils ne sont pas au même niveau de vulnérabilité. Donc, un indice permettant de distinguer les pays en fonction de leur vulnérabilité structurelle est de très bonne loi. Donc, le PVCCI, c'est dans ce cadre. On voit, par exemple, que deux groupes de pays qui font souvent l'objet d'intérêts de la part de la communauté internationale se distinguent parmi les plus vulnérables. Je veux parler des pays africains, mais aussi les petites îles des pays en voie de développement, communément appelés SIDS. Donc, ces deux groupes de pays sont très vulnérables au changement climatique au sens du PVCCI, sauf que une analyse plus approfondie permet de comprendre que ces pays, au sein même de ces groupes de pays, il y a une certaine hétérogénéité qui se caractérise par des écarts types très élevés, ce qui implique qu'une allocation beaucoup plus juste et précise entre les pays devrait plutôt s'orienter vers des pays pris individuellement plutôt que les groupes de pays. Donc, ce PVCCI développé au niveau national a connu des raffinements, notamment au niveau local, avec un PVCCI dénommé PVCCI local qui permet de mettre en évidence les différentes vulnérabilités des territoires au sein d'un pays donné, ce qui est également d'une très grande utilité pour les politiques, pour les autorités gouvernementales, dans ce sens où ça leur permet d'orienter les ressources de façon juste et équitable au sein de leur pays, tout en tenant compte de la vulnérabilité structurelle des territoires. Je suis très honoré d'avoir pu présenter quelques enjeux des pays africains pour cette COP 27 et présenter quelques travaux de la FERDI à ce sujet.
Je vous souhaite des échanges fructueux et tiens à exprimer mon regret de ne pas pouvoir être parmi vous en direct durant ce webinaire. Merci à vous et bon webinaire. Au revoir. Voilà une présentation qui plante déjà bien le décor avec un certain nombre d'éléments qui nous ont été donnés par le premier intervenant, à la fois en termes de financement, en termes d'enjeux pour l'Afrique. La question de la justice climatique a été mentionnée et évidemment le fait que le continent soit victime, subisse les impacts du changement climatique et à l'inverse contribue très peu au changement climatique. Ça ne veut pas dire que la question de l'atténuation ne concerne pas aussi le continent. La question de l'accès à l'énergie est omniprésente. Donc, autant de sujets qu'on va aborder par la suite dans ce webinaire. Je voudrais aussi peut-être commencer par dire un mot de la situation par rapport à la COP précédente, ces exercices annuels maintenant connus de tous, les COP, climat. Eh bien, évidemment, la situation géopolitique a considérablement changé et naturellement, sur le marché de l'énergie, notamment, les impacts de la crise ukrainienne se font ressentir sur le marché de l'énergie et pas que sur le marché de l'énergie, aussi sur la dimension climatique, sur la question des émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on voit bien qu'en Europe, notamment en Allemagne, l'une des conséquences directes de la limitation de la fourniture de gaz par les voisins russes conduit à rouvrir des centrales au charbon. Et les centrales au charbon, ce sont les plus émettrices de gaz à effet de serre. Par conséquent, la question de la transition énergétique est évidemment très différente de ce qu'elle était il y a un an, avec ce risque évidemment pour un certain nombre d'acteurs. Nous, occidentaux, sommes les fers de lance, généralement européens, de la lutte contre le changement climatique. Mais on voit bien que, évidemment, quand il y a un souci à nos frontières et qu'on a une limitation d'une ressource fossile, on la remplace par une autre ressource fossile encore plus émettrice. Et ça, c'est évidemment dans la négociation un point qui va certainement être pointé du doigt. Donc, cet aspect-là, on va l'aborder dans un instant parce que entre la COP 26 et la COP 27, un des sujets, c'est naturellement de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Or, l'Agence internationale de l'énergie, il y a quelques jours, a mentionné qu'on s'apprêtait à avoir une année record de nouveau en 2022 en termes d'émissions de gaz à effet de serre, une année record en termes de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ça se mesure en ppm, et on atteint des niveaux qui sont de l'ordre de 416 parties par million, c'est l'acronyme pour ppm, 416, qui est un record. Et par conséquent, voilà un premier sujet qui va être abordé dans la négociation avec ces questions que je viens d'indiquer. Au cours de nos échanges, on va avoir différentes autres présentations. La première portera précisément sur ces questions de réduction des émissions de gaz à effet de serre, comment on peut tous collectivement, et notamment le continent africain, participer à cet effort-là, par quel mécanisme de solidarité ça peut faciliter un développement des énergies renouvelables sur le continent africain. Lors de la COP 26, un certain nombre de progrès avaient été faits, notamment sur cet aspect-là, sur la dimension marché du carbone. C'est M. Moubarak Moukaila qui va plus particulièrement nous présenter ce qui se fait au niveau de l'Afrique de l'Ouest, notamment. Je rappelle donc que M. Moukaila est le coordonnateur de la Convention 4 des Nations Unies pour les changements climatiques en Afrique de l'Ouest. Il est basé à la BOAD, à la Banque Ouest Africaine de Développement. Et il est également responsable de l'Alliance Ouest africaine sur les marchés carbone et la finance climat. Je lui donne la parole pour nous parler de ce sujet important, de l'accès à la finance carbone pour les pays africains pour pouvoir développer des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique sur le continent. Moubarak, la parole est à vous.
Merci beaucoup, hein, merci beaucoup aux organisateurs de nous donner la parole en ce moment très important à la veille de la COP27 en Égypte sur des questions essentielles. Hein, le dernier point du groupe africain à la COP mentionne 3 sujets principaux sur lesquels nous devons avoir une position claire au niveau de la COP. Il s'agit de l'adaptation, hein, les pertes et dommages et la mobilisation des ressources adéquates pour le financement de la lutte contre les changements climatiques. Et évidemment, lors de ces échanges, il y a un point de vue commun, hein, du groupe africain qui veut dire, notamment au lendemain de la crise de la pandémie du Covid, hein, nous remarquons, et c'est la position du groupe africain, des négociateurs africains, qui a vraiment une sorte d'hypocrisie, hein, collective dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Parce que paradoxalement, pour la crise du Covid, on a vu, parce qu'il y a eu des partenariats, parce qu'il y a eu une synergie collective, nous avons pu trouver une solution très rapide sur la question du Covid. Malheureusement, parce que les changements climatiques ne tuent pas au même rythme partout, hein, et notamment dans les pays les plus développés. Donc, la mobilisation n'est pas aussi effective pour régler ce problème-là. Lors de l'une de ces dernières allocutions, Madame Patricia Espinosa, ex-secrétaire exécutive des Nations Unies sur les changements climatiques, disait que les changements climatiques, c'est comme un ouragan de niveau 7 que nous combattons avec un parapluie. Donc, vous pouvez imaginer un peu les dégâts qui s'y trouvent. Donc, il y a énormément de ressources liées à la finance climatique qui existent aujourd'hui. Et malheureusement, les premiers constats que nous avons faits sont liés au renforcement, à une question de renforcement de capacité. Je donne un exemple simple en termes d'épargne publique, par exemple. Quand vous prenez les pays de la CEDEAO, plus de 40% des épargnes des pays de la CEDEAO sortent de l'espace CEDEAO. Et les 60% qui restent sortent carrément de l'Afrique, donc notamment plus de 27% qui vont vers les pays européens. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une manne financière qu'on peut utiliser là pour financer de tels projets. La question qui se pose, le vrai dilemme, c'est le problème lié aux garanties que les États peuvent mettre à disposition pour attirer notamment le secteur privé. Et c'est en ça que nous travaillons beaucoup avec les États dans le cadre de la mise en œuvre des CDN, des contributions déterminées au niveau national, donc de l'accord de Paris. Nous travaillons avec les États pour voir les ressources que nous pouvons mobiliser en interne. Parce qu'aujourd'hui, et avec la crise en Ukraine, nous voyons qu'il y a une rareté des ressources concessionnelles. Ces ressources que nous attendions, les 100 milliards de dollars par an promis par les pays développés, aujourd'hui, même si elles avaient la volonté de mettre ces 100 milliards là sur la table, elles n'ont pas les ressources non plus pour mettre sur la table. Mais il y a des mécanismes et des outils que nous pouvons mettre en place pour mobiliser des ressources en interne dans nos propres pays. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'épargne publique, mais il y a aussi des outils comme la tarification du carbone, par exemple, que nous faisons. Certains pays, par exemple, ont essayé de décarboniser le secteur du transport pour enlever des incentives dans les produits pétroliers, par exemple, pour les mettre, par exemple, sur les véhicules neufs, pour les mettre sur les équipements d'énergie renouvelable, pour permettre aux populations de pouvoir obtenir ces outils-là. Alors, l'une des choses qu'il faut noter, et sur laquelle aussi nous travaillons, c'est qu'il faut plus d'action. Le dernier rapport de l'OCDE dit que l'inaction climatique nous coûte entre 7 à 15 milliards d'euros par an. Donc, ce chiffre-là seulement donne un peu le vertige. Quand vous imaginez qu'avec ce montant, déjà en termes de pertes, si nous avions juste des actions concrètes sur le climat, nous pouvons économiser sur ces ressources-là pour financer d'autres types de projets. Alors, dans le dernier rapport du groupe africain aussi, il y a une mention spécifique à un sujet que vous avez adressé tout à l'heure, qui est la transition énergétique, qui, pour l'Afrique, aujourd'hui, pose beaucoup de questions parce que beaucoup de pays aujourd'hui, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, par exemple, ont découvert des produits pétroliers, ont découvert du gaz. Et aujourd'hui, leur dire de ne pas
investir dans le développement de ces produits-là est un peu injuste. Donc, il faut trouver une solution, il faut trouver le juste milieu pour pouvoir adresser ces questions-là. Et l'une des questions, par exemple, c'est de dire, est-ce qu'il ne faudrait pas laisser, par exemple, ces pays développer des sources d'énergie, quelle que soit la façon dont ces sources d'énergie peuvent émettre des émissions de gaz à effet de serre, et derrière, développer d'autres industries plus sobres en carbone. Par exemple, si vous avez des sources d'énergie fiables, adaptées et disponibles, vous pouvez par exemple créer un transport très propre, à 100% propre. Ou vous pouvez créer par exemple des écoles, vous pouvez créer des dispensaires, des centres de santé avec des énergies propres parce que vous avez assuré cette énergie-là. Donc, c'est ces genres d'éléments-là que nous apportons sur la table. Mais le secteur privé est pour nous le vecteur de financement de toute cette politique, de tous ces engagements des États. Quand vous prenez par exemple le secteur de l'énergie simplement, c'est plus de 10 000 milliards de francs CFA d'ici 2030 de nécessaires pour financer les énergies renouvelables. Et pour le faire, les États seuls ne peuvent pas le faire. Tout à l'heure, j'ai parlé de la rareté des ressources promis par les institutions comme le Fonds vert et autres, qui n'existent pas. Pour moi, je pense qu'il est essentiel de créer des produits de garantie, par exemple, où vous garantissez les emprunts, vous garantissez les investissements du secteur privé pour le permettre par des partenariats publics-privés pour faire des projets sobres en carbone au niveau des États et être sûr qu'ils seront remboursés. Parce qu'aujourd'hui, disons-le clairement, il y a une question de confiance entre le secteur privé en Afrique et nos gouvernants et les États. Et donc, aujourd'hui, pour moi, je pense que les ressources publiques qui existent, le Fonds vert, la Banque mondiale et autres, devraient servir à créer des outils de garantie pour permettre de lever ces ressources-là. Et c'est l'une des choses que nous allons vraiment adresser lors de la COP. Nous allons lancer un défi avec un groupe, avec les associations de jeunes. Nous allons lancer un défi au gouvernement, aux institutions internationales et autres. Si vraiment nous voulons faire quelque chose dans la lutte contre les changements climatiques, commençons déjà par créer des outils de garantie pour permettre au secteur privé de venir financer. Commençons déjà par intégrer les jeunes, à intégrer les femmes, à intégrer les collectivités locales et décentralisées dans le cadre de la mise en œuvre des CDN, et vous verrez qu'il y aura des solutions adaptées. Parce que quand nous mettons en œuvre les CDN, nous mettons en œuvre les stratégies, les politiques et autres, c'est d'abord à la base. Donc, le développement à la base est utile dans la question liée au changement climatique aussi. Donc, je pense vraiment que ce sont ces points-là que nous voulons vraiment adresser. Nous voulons vraiment attirer l'attention de la communauté internationale, tirer la sonnette d'alarme. Nous avons des solutions, nous avons une réponse à toutes ces questions-là. Mais est-ce que nous sommes prêts à aller de l'avant? Est-ce que nous sommes prêts à avoir des actions concrètes? Et comme j'ai donné un exemple tout à l'heure, c'est l'exemple de la pandémie du Covid, et nous avons vu comment la réactivité, comment est-ce que tous les ODD ont été pris en compte dans le cadre de la lutte contre la Covid. Nous avons vu comment tous les secteurs ont été impliqués, tout le secteur privé avec les incentives. Les banques centrales ont réduit les taux d'intérêt pour permettre de sortir de la liquidité. Et je pense qu'avec cet effort aussi collectif, nous pouvons aussi arriver à des solutions sur les changements climatiques. Je vous remercie. Merci Moubarak pour cette présentation et cette présentation qui offre des solutions. Effectivement, on voit qu'il y a un dynamisme sur le continent africain en termes de jeunesse, d'incubateurs, d'entrepreneurs, d'idées sur les sujets à la fois de l'atténuation dans le domaine des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, mais aussi dans le domaine de la mobilité propre, dans le domaine aussi de l'adaptation au changement climatique. On voit des solutions émerger, par exemple, pour des assurances climatiques qui sont de petite taille, c'est-à-dire qu'il faut éviter d'avoir des coûts de transaction importants tels qu'on les a habituellement quand on met en place ce genre de système. Tout ça, effectivement, on le voit quand on va sur le terrain. Moi, je vais régulièrement, effectivement, en appui, notamment auprès d'acteurs et d'incubateurs, rencontrer des jeunes entrepreneurs, des jeunes start-upers. Mais c'est vrai que la question de la garantie est toujours une barrière. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, quand il s'agit de passer une ou plusieurs marches, eh bien, naturellement, là, ça se tarit, les fonds et
les capitaux risqueurs, mais aussi effectivement la question de la garantie est absente, et c'est ça qu'il faut renforcer. Alors c'est vrai qu'il y a des outils et on va en parler un instant, qui existent, à la fois financiers et aussi en termes d'outils innovants comme la finance carbone qui permet de générer des revenus supplémentaires par rapport à la vente d'électricité, par exemple. Mais voilà, il y a un dynamisme. La question, c'est de savoir comment, au niveau international, on structure ça et on permet d'avoir ces financements-là auprès de ces populations-là. Et on ne se limite pas à des financements concessionnels, bilatéraux, multilatéraux, auprès des, non pas qu'il faille les exclure, mais il faut qu'il y ait effectivement cette complémentarité entre les deux. Je vais ajouter, alors effectivement, ce qui a aussi été dit tout à fait justement, c'est-à-dire qu'on est, donc c'est une COP africaine, et aussi un peu moyen-orientale, même si la COP suivante, la COP 28, va être complètement moyen-orientale, puisque l'année prochaine, on sait déjà que ce sera à Dubaï. Mais ce que je voulais dire ici, c'est à la fois, merci d'avoir présenté la position du groupe Afrique au sein des négociations. Je voulais résumer les différentes prises de position de l'hôte du sommet, c'est-à-dire de l'Égypte. Alors, c'est l'ambassadeur Wael Aboulmag qui est en charge de l'organisation, de la préparation de la présidence égyptienne de la COP, et qui a fait de la COP, il a cité les 3 priorités pour la présidence égyptienne, qui sont l'accélération de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la mise en œuvre, par exemple, de l'article 6 de l'accord de Paris, l'article 6 de l'accord de Paris, tel qu'il a été décidé l'année dernière, la COP26, le progrès et comment on met ça en œuvre, comment on progresse. Il y a encore un certain nombre d'aspects qui sont flous, qui permettent précisément à les acteurs privés de faire des transactions sur ces marchés carbone. Il y a un autre aspect qui a été cité par Moubarak à l'instant aussi, c'est la question des pertes et dommages, qui prend de plus en plus d'ampleur dans la négociation internationale. Évidemment, c'est un sujet très, très sensible. Qui paye pour les dégâts quand il y a une catastrophe naturelle, et ça, c'est un dossier qui cristallise les mécontentements. Chacun reste sur sa position, mais il va falloir progresser sur ce sujet-là. Le troisième sujet, c'est le sujet précisément du financement, à la fois des pertes et dommages, mais aussi de l'atténuation et de l'adaptation. Alors, dans ces financements-là, la présidence égyptienne de la COP veut mettre l'accent sur l'adaptation au changement climatique. C'est vrai qu'il y a un déséquilibre aujourd'hui en termes de financement. On a 66% à peu près des financements internationaux ou même nationaux qui vont à l'atténuation. C'est important, mais évidemment, les trajectoires les climatologues nous alertent chaque année, sont quand même plutôt pessimistes. On s'oriente plutôt vers une augmentation de 2,7 degrés. Eh bien, il faut renforcer ces financements. Alors, il y a tout un tas de travaux qui doivent être faits parce qu'on ne fait pas ça avec un claquement de doigts. Il y a tout un tas d'informations à collecter. Comment on s'adapte? Comment on mesure la vulnérabilité? Je vais donner la parole à Karim Sielwan, qui est le fondateur de la société Résilience, qui est une filiale du groupe Vinci, et qui est par ailleurs le coprésident du groupe Résilience et Adaptation de l'Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction, et qui est le membre de la mission climat à la Commission européenne. Il va nous parler des défis que représente le changement climatique pour les infrastructures, avec son expérience du continent africain et des implications que ça peut avoir, notamment sur le secteur de la construction, des infrastructures en général. Karim, la parole est à toi. Voilà. Bonjour, vous m'entendez? Merci. Alors, merci à vous. Merci à la Fondation pour la prospective et l'innovation. Effectivement, donc, je rebondirai ici sur ce qui a été dit précédemment par Monsieur Moukaïla, et ainsi que pour l'introduction de Monsieur le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin et ainsi que Alexandre Bordes.
l'enjeu africain est assez complexe au final, parce que avant de parler même de défis que pose le changement climatique en Afrique, il faut se mettre dans un contexte de mutation radicale. À savoir, nous avons des référentiels, notamment lorsque l'on pense à l'Afrique, il y a des paysages que l'on connaît plus ou moins, il y a des répartitions de richesses, il y a des répartitions de la biodiversité, il y a des répartitions de fleuves, de réseaux hydrographiques, il y a des répartitions également de ce qu'on appelle la morphologie côtière, donc tout ce qui va être le paysage littoral. Et ce que l'on voit et ce que l'on sait, c'est que dans les prédictions de changement climatique, tous ces environnements vont changer. La conséquence, c'est que les environnements bâtis vont également devoir s'adapter à ces nouvelles mutations environnementales qui sont directement causées par le dérèglement climatique. Et ceci va donc entraîner des défis majeurs. Soit de l'adaptation de manière plus ou moins radicale, mais également, dans certains territoires, une forme de délocalisation radicale de populations et d'activités entières, notamment pour les zones côtières. Je pense à la région Ouaka, qui est la zone protégée de la côte de l'ouest africaine, entre la Mauritanie et le golfe de Guinée, avec des littoraux qui sont plus ou moins à 1 à 2 mètres au-dessus du niveau marin, avec une énorme concentration d'infrastructures, notamment parce qu'il y a des ports très importants pour le transit et pour le commerce intra-africain et extra-africain. Et on voit bien que toutes ces infrastructures ne pourront pas faire face à ces défis. Et donc, lorsque l'on voit juste cet exemple-là, on peut voir le vertige que cela peut avoir en termes d'impact sur les infrastructures et donc sur les nouvelles modalités d'aménagement du territoire nécessaires au développement socio-économique. Un autre exemple, c'est, tout à l'heure, on parlait de l'Égypte. L'Égypte, qui est à cheval entre la région du Proche-Orient et l'Afrique, elle est quand même 100% africaine, notamment dans son interdépendance avec le Nil. Que se passe-t-il au Nil? Si on descend plus au sud, donc au niveau de sa source, dans le massif auprès du lac Victoria, très dépendant de la région du Kilimandjaro, on observe presque une disparition durant les périodes estivales de ces glaciers. Les conséquences directes, c'est une chute drastique du débit d'eau. Et en même temps, l'Éthiopie, pour des raisons louables, pour des raisons d'accès et d'indépendance énergétique, construit le plus grand barrage hydroélectrique sur le continent africain. L'une des conséquences, dans les prédictions, c'est une réduction de 20 à 30% du débit pour l'Égypte en aval. Et derrière, sans parler du stress hydrique qui va être causé par le dérèglement climatique. Donc là, tout un modèle d'aménagement que l'on voit et qui derrière est interconnecté à des infrastructures parce que l'environnement et les environnements bâtis sont la base et le socle même du développement socio-économique. Il ne peut y avoir de modèle socio-économique viable et soutenable sans cadre bâti. Alors après, on y met ce que l'on veut à l'intérieur. Le cadre bâti, c'est des aménagements plus ou moins intégrés, plus ou moins verts, avec des logiques, par exemple, même de solutions neutres en carbone. Néanmoins, ces actifs, ces assets, ces infrastructures sont conditionnés par les environnements dans lesquels ils sont. Mais si derrière, il n'y a plus d'adaptation par rapport à ces nouveaux contextes géopolitiques liés au nouveau, à l'impact et à la dégradation de ces environnements par le changement climatique, ce sont quasiment des projets presque voués à l'échec à moyen terme. Je ne parle même pas de long terme. Donc, on voit bien que des décisions qui ont été portées dans les années post-coloniales, au cours des années 60-70, dans des modèles de développement, ne sont quasiment plus adaptés au nouveau contexte climatique. Et même actuellement, les derniers grands investissements en infrastructure en Afrique posent la question de leur soutenabilité à moyen terme. Je vais donner l'exemple là des ports, notamment il y a tous les investissements autour des nouveaux ports d'Abidjan, mais également pour le port de Lomé, de la région d'Accra. Pareil, quand on regarde le port en Mauritanie, du côté de Nouakchott, par exemple, et tous ces ports concentrent des fois entre 30 à 70% de l'économie de ces pays. Donc, derrière, on voit bien que ces points qui peuvent paraître très petits sur le plan géographique ont des effets dominos étendus bien au-delà de leur zone géographique d'implantation. Donc ça, pour moi, c'est le gros enjeu que pose justement et qui doit être plus ou moins discuté, évalué et co-construit avec les spécialistes de la construction, en tout cas de ceux qui conçoivent, construisent. Et derrière, pour le faire, il faut effectivement, je rebondis sur ce qui a été dit, par ces grands défis de financement. Car derrière, la question qui doit se poser, c'est comment est-ce qu'on finance ces grands défis d'adaptation, surtout si l'on souhaite réellement poser la question du développement soutenable de l'Afrique. Je répète, il ne peut y avoir de développement soutenable sans adaptation au changement climatique de tous les projets d'investissement. Et derrière, la question qui peut être également posée, on voit bien ces enjeux qui ont été mis notamment dans les politiques de la Banque mondiale, les politiques du FMI. Il y a des choix qui ont été faits, soit des choix d'austérité, soit des choix de fléchage d'investissement. La question est, doit-on considérer l'adaptation comme un coût ou comme un investissement?
je pense qu'il est plus pertinent de le considérer comme un investissement. Et à partir de là, comment est-ce que cet investissement peut être cofinancé? Et on peut réfléchir à des outils, notamment pour ces grands enjeux d'adaptation, il y a l'outil des partenariats publics-privés. Autant faut-il maintenant les réviser en intégrant des clauses d'adaptation à l'intérieur pour revoir et stresser les fléchages d'investissement, voir si la conception d'aujourd'hui sera conforme à des nouveaux contextes climatiques. Une fois qu'on a dit ça, on parlait tout à l'heure de la manière de soutenir ces investissements, comment partager le risque, qui peut couvrir, qui souhaite couvrir. Est-ce que ce sont des couvertures de risque par ce qu'on appelle des fonds de solidarité contre les catastrophes naturelles? La Banque mondiale, par exemple, a lancé des programmes en ce sens en Afrique, dont le Maroc, par exemple, est l'un des pays pilotes dans la mise en place de ces fonds de solidarité cofinancés par la Banque mondiale. Mais à l'échelle de l'Afrique, on voit bien que c'est quasiment vertigineux les sommes à y consacrer. Donc, à partir de là, il y a des modalités qui doivent à la fois mettre en œuvre et essayer de réfléchir sur le plan de l'innovation, innover des modèles de financement, innover des modèles de partenariat public-privé en intégrant des trajectoires, des fois même incertaines, sur les prédictions du changement climatique. Et ça, c'est important parce qu'autrement, on risque de construire, d'aménager, de déconstruire, de délocaliser, sans forcément avoir une vision prospective. Ici, nous sommes dans une discussion qui justement met au cœur du sujet et du débat la prospective et l'innovation. Et je pense que l'on doit également réfléchir à mettre au centre des modalités de financement la question de l'innovation. Pourquoi ? Parce que généralement, et par le passé, jusqu'à présent, donc les choses sont en train de changer, notamment de par la pression de certains acteurs, notamment le secteur de l'assurance, notamment les secteurs de la finance privée, c'est qu'un investissement doit être rentable à un moment donné. Mais cette rentabilité, si elle est totalement endommagée, totalement écorchée par des impacts liés au dérèglement climatique, c'est peine perdue pour tout le monde. Donc, comment on arrive derrière à couvrir ces risques? Comment repenser la conception d'un certain nombre d'infrastructures? Comment repenser la notion de rentabilité dans un monde à risque et des risques multiples? Parce que le dérèglement climatique, c'est un cadre global, mais dans lequel il y a des interférences avec d'autres crises, des crises géopolitiques, des crises d'accès à l'énergie, des crises de soutenabilité économique, des crises sanitaires. Tout ceci est interlié. On parle notamment, je vous ramène au rapport annuel du Forum mondial économique qui publie chaque année son Global Status Report sur les risques globaux. Et on voit très bien dans quelle configuration se positionne le continent africain à l'horizon 2030-2050. Donc, ce n'est même pas à 2100, c'est très proche. Et dans le même temps, nous avons une croissance démographique très importante. Il est presque prévu, je crois, plus qu'un doublement de la population africaine à l'horizon 2070. Ça veut dire avec des besoins importants, un accès à l'eau, mais de l'eau potable, un accès à la nourriture, donc avec des terres qu'il va falloir également maîtriser en termes de production alimentaire, production agricole, et derrière avec toutes des infrastructures pour pouvoir faire le lien entre les zones de production, les zones de consommation. Pareil pour tout ce que l'on nomme par infrastructures dites critiques, télécommunications, énergie, eau, déchets, transport. Donc, tout ce qui constitue, je dirais, les systèmes fonctionnels et les systèmes critiques des territoires pour maintenir un développement soutenable en lien avec des objectifs de développement durable, il va falloir derrière les mettre en lien avec des scénarios prospectifs de dérèglement climatique. Et ça, c'est le grand défi parce que derrière, il y a une forme d'incertitude. Et effectivement, on n'a pas trop l'habitude de pouvoir accepter l'incertitude. Quand je parle d'incertitude, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, ce que l'on voit, c'est des scénarios qui, il y a quelques années, étaient considérés comme des scénarios peu probables en termes d'impact du changement climatique et qui étaient notamment les scénarios les plus à risque. Aujourd'hui, ces scénarios sont les scénarios minimalistes. Donc, on voit bien qu'on change très, très vite, et je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure par M. Alexandre Bordes, sur le fait que l'année 2022, et ce jusqu'à 2025, il est prévu que nous soyons dans un pic record de gaz à effet de serre. Donc, qu'est-ce que cela va signifier pour le continent africain à l'horizon 2050-2070 dans le dérèglement climatique? Et là-dessus, je pense qu'il y a un enjeu de solidarité. Solidarité sud-sud, solidarité nord-sud, très importante, parce que le développement des pays du Nord ne pourra pas se faire sans le développement des pays du Sud. Et ça, c'est très important, parce qu'autrement, on restera toujours à discuter des problèmes migratoires et sans se poser la question de la source de ces migrations. Et je répète que les migrations sont majoritairement intra-africaines et non pas Afrique vers le reste du monde, pour différentes raisons.
Mais ceci n'est qu'un signal. Quand on parle de prospective, il faut s'intéresser aux signaux faibles. Et ce que l'on voit en ce moment, ce sont des migrations de population liées à certes des zones de conflit, mais également des conflits qui sont très souvent liés à des contextes climatiques très en tension. Rareté de la ressource en eau, déforestation massive, érosion, appauvrissement des terres arables. Et donc derrière, bien entendu, comme tout humain, toute personne souhaite avoir un accès à des terrains et à des terres viables. Donc si on n'intègre pas ces enjeux socio-économiques dans la manière d'appréhender les territoires, je pense que ce sera peine perdue pour tout le monde et tout le monde sera perdant. Donc je reviens au sujet des enjeux de la construction. La construction est un outil, un moyen de répondre à la manière de réorganiser les territoires dans un contexte d'adaptabilité et d'adaptation urgente au changement climatique, nonobstant le fait qu'il faille revoir les modalités de financement et donner un accès beaucoup plus étendu à ces financements, non pas uniquement qu'aux États, mais également aux collectivités territoriales et à toutes les autorités et les administrations décentralisées de l'Afrique. Car on parlait tout à l'heure de l'inégale répartition des financements dédiés au climat entre les financements pour la mitigation, donc pour l'atténuation des gaz à effet de serre, mais pour l'adaptation, effectivement, c'est un enjeu majeur. Guterres a annoncé l'an dernier que 50%, on doit être 50-50 pour les financements d'adaptation. Mais autant faut-il qu'ils soient fléchés, pas uniquement pour les gouvernements centraux, mais également pour les administrations décentralisées au plus près du terrain. Donc, trouver un équilibre entre les deux. Voilà quelle était aujourd'hui la contribution pour ce moment. Merci, Karim, pour ton propos qui donne une idée du chantier qui s'ouvre à nous, enfin, qui est lié notamment à un sujet important que tu citais, qui est la question démographique, effectivement, et tous les enjeux liés au développement de l'Afrique. Comment s'assurer que ce développement soit durable au sens à la fois naturellement de la protection de l'environnement, durable d'un point de vue économique, durable d'un point de vue social, mais aussi durable d'un point de vue de la résilience au changement climatique, c'est-à-dire résistant ou anticipant les changements à venir. On voit qu'effectivement, le chantier est immense. Le chantier est immense, d'où la nécessité d'avoir dans ces discussions-là des discussions franches sur la question du financement, sur la question de la solidarité, sur la question de la coopération nord-sud, mais aussi la coopération nord-sud-sud. Je pense que c'est un sujet qui est important, que l'on voit, qui existe, avec notamment l'Asie, la Chine, qui est très présente en Afrique et qui aussi contribue au développement des infrastructures sur le continent africain. Il faut arriver à sans doute améliorer cette coopération nord-sud sur ces sujets-là. Il y a déjà, elle existe déjà, mais sans doute faut-il aller encore plus loin. Donc voilà autant de sujets. Alors effectivement, on a naturellement aujourd'hui, dans le contexte, un certain nombre de… On est avant la COP, donc c'est normal que chacun se positionne. La Chine a récemment, l'un des porte-parole du ministère de l'Environnement chinois a dit mais il faut qu'on sorte des slogans vides en parlant des pays occidentaux. Bon, c'est de bonne guerre. Je pense qu'en réalité, il y a une vraie volonté de coopérer pour le développement notamment des infrastructures et aussi des énergies renouvelables, parce qu'une partie, par exemple, d'une technologie très utilisée et très peu chère en Afrique, qui est le solaire photovoltaïque, eh bien, il y a une partie de ces cellules qui viennent de Chine. Je voudrais qu'on poursuive la discussion sur la question du financement. On voit l'ampleur du besoin, l'écart qui existe, parce que c'est un sujet qui va être tout de même très important, naturellement, qui va être de combler le manque. L'année dernière, le constat avait été fait lors de la COP26 que sur les fameux 100 milliards de 2020, eh bien, il manquait 20 milliards, on n'avait atteint qu'à peu près 80 milliards. Il y a des débats même sur la réalité de ces 80 milliards et ce que l'on définit par la finance climat. Certains estiment que quand c'est du prêt, naturellement, ça doit sortir de cette définition. Ce sont des débats qui sont posés sur la table des négociations. La définition de la finance climat et ensuite le montant et les différents mécanismes, parce qu'il faut qu'ils soient effectivement variés en fonction des enjeux, en fonction de la question de l'adaptation. On ne finance pas
les infrastructures et l'adaptation des infrastructures de la même façon que l'on finance le développement des énergies renouvelables en Afrique et ailleurs, mais en Afrique avec des outils particuliers. On parlait de la garantie également avant. Je vais donner la parole à Émeric Pénou, qui est associé à la banque d'affaires Southbridge et qui est en charge de la finance climat, de la finance carbone. Émeric, la parole est à toi. Merci, bonjour à tous. Merci à la Fondation Prospective et Innovation. Merci aux panélistes qui ont exposé différents aspects de la discussion. Et merci aussi aux auditeurs qui nous écoutent. Donc, je suis Émeric Pénou, je suis associé gérant chez Southbridge, une banque panafricaine qui a été fondée par M. Donald Kaberuka et M. Zissou. J'ai rejoint la banque après la COP26 pour monter le desk de transition énergétique et aussi de financement des crédits carbone. Alors, ce qui est intéressant, il y a le chiffre de 100 milliards qui a été circulé. C'est un chiffre qui est très important et qui aujourd'hui apparaît dans toutes les conversations. Bien entendu, des 100 milliards aux projets qui ont été effectivement générés sur le continent africain, je pense qu'il y a un gros écart. La deuxième chose qui est importante dans la finance carbone, c'est que le développement de l'Afrique aujourd'hui peut profiter de la finance carbone qui, en fait, pour des raisons totalement conjoncturelles, force les pays du Nord à chercher des sources de crédit carbone pour compenser leurs émissions. Donc, c'est un peu la fable du vice et de la vertu, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de pollution qui a été faite dans le monde, et il a été rappelé par tous mes panélistes que la part de l'Afrique est extrêmement faible, 3%, 4% selon les chiffres. Et pourtant, l'Afrique aujourd'hui est le second poumon vert du monde. Le bassin du Congo que vous connaissez tous est donc le deuxième poumon vert de la planète. Et ce bassin aujourd'hui n'arrive pas à trouver du financement. En réalité, le fait de garder et de conserver sa forêt n'a pas encore donné pour les pays africains et pour l'Afrique en général des ressources valables parce que le prix de la denrée, donc le prix du crédit carbone, favorise les pays qui déforestent. Donc en réalité, il faut trouver aujourd'hui un mécanisme pour pouvoir utiliser la vertu des forêts qui ont été conservées pour aider au développement de l'Afrique. La deuxième chose qui est importante, c'est que le développement doit être un développement qui est fondé sur les nécessités des populations locales. Je pense que dans le financement des énergies fossiles au départ, dans le financement des extractions minières, les populations locales n'ont pas vu grand-chose des retombées financières des projets qui ont été développés. Donc, ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est le fait que les sociétés privées sont obligées de trouver des crédits carbone pour compenser leurs émissions à effet de gaz de serre, que ce soit 2030, 2050 ou 2040, donne l'opportunité justement à l'Afrique de trouver les financements qui permettent d'aider au développement des infrastructures énergétiques qui sont très importantes, un pour l'agriculture, deux pour le développement industriel. Alors, je ne sais pas si il est important de rappeler, effectivement, qu'est-ce que c'est un crédit carbone en réalité, parce qu'il y a une ressource, il y a une denrée, il faut d'abord pouvoir l'évaluer, il faut pouvoir la comptabiliser, il faut pouvoir la sécuriser, et c'est aujourd'hui le rôle de la finance carbone d'étudier toute la chaîne de valeur pour que les investissements ou les générations de flux financiers qui sont attirés vers l'Afrique puissent servir au développement de la population locale. Pour donner un exemple simple, en Europe, il y a le marché du crédit carbone, l'ETS, dont le prix est aujourd'hui, selon les jours et selon les marchés, entre 80 et 100 euros la tonne. Sur l'Afrique, les crédits carbone aujourd'hui valent, on va dire, entre 10 à 30 euros en fonction.
Donc déjà, il y a une très grosse différence entre le prix du crédit carbone qui est généré en Afrique et le prix du crédit carbone qui est généré en Europe. Cela se base sur deux choses. Elle se base sur la certification des crédits carbone qui est très importante. Il faut que la personne qui achète des crédits carbone puisse prouver et démontrer que ce crédit non seulement est de qualité, deux, qu'il est sécurisé, et trois, qu'il n'est pas double compté. L'objectif aujourd'hui de faire des développements en Afrique dans des projets de crédit carbone se base essentiellement sur les investissements en forêt. Quelle est la façon la plus simple de créer du crédit carbone? C'est en fait de planter des arbres, et ces arbres vont séquestrer ou capturer le carbone qui va donc générer un crédit. Les populations locales qui sont autour, bien entendu, utilisent les régions ou les terres qui vont être utilisées pour générer des crédits carbone. Il est donc important que ces populations locales soient intéressées à la manne financière qui arrive. Un, parce qu'on leur demande de ne pas déforester, ce qui est très bien, mais ils ne déforestaient pas juste parce qu'ils n'ont pas rien à faire. Ils déforestent parce qu'ils ont besoin soit des ressources pour les vendre, soit des ressources pour la cuisson, soit des ressources pour le développement de l'agriculture. Donc, il est important, en fait, de changer le cycle des choses et de se mettre un schéma économique qui permet de gérer trois situations. Un, la rentabilité des investisseurs qui arrivent et qui ont envie de gagner de l'argent, et c'est normal. Deux, il est important que cette rentabilité ne soit pas au détriment de la biodiversité, c'est important, de l'économie rurale, de l'économie sociale et du développement des populations. Donc, par le biais du crédit carbone, puisqu'il est important pour les sociétés qui polluent et qui génèrent des gaz à effet de serre, il s'agit aujourd'hui de proposer un schéma dans lequel les sociétés qui investissent pour générer des crédits carbone et compenser les effets de gaz de serre prennent une partie de ces retombées pour financer des projets à caractère locaux. Vous avez parlé de justice climatique et j'espère beaucoup, et j'attends beaucoup de la COP27 qui est en Afrique, que ce débat soit mis sur la table. La justice climatique est en vérité le fait que ceux qui polluent doivent payer pour ceux qui ne polluent pas. Et alors, c'est bien beau de le dire, mais il faut, comme certains l'ont remarqué, qu'il y a une certaine hypocrisie. Mais cette hypocrisie, en fait, elle peut être régulée par le fait que les populations et les gouvernements africains peuvent justement faire un plaidoyer pour démontrer que si l'Afrique se met à déforester, à ce moment-là, les conséquences sur l'environnement seraient relativement graves. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les investisseurs privés, et je crois que c'est la question qui était posée, quel est le rôle pour le secteur privé, peuvent, grâce à une triple fonction, générer des ressources financières par le crédit carbone, générer des ressources de crédit biodiversité, donc protection de l'environnement, protection des espèces qui sont en voie de disparition, en danger, et trois, par le biais de l'ESG, donc environnement social et gouvernemental, qui sont aujourd'hui une chance pour l'Afrique parce que les sociétés dans le monde doivent publier et doivent prendre des engagements sur la partie ESG. Et cette partie, justement, fait qu'ils ont un intérêt à développer et à montrer l'impact positif pour les communautés locales des développements et des projets qu'ils font. Et par cette façon de contraindre les sociétés à publier et à développer des projets qui ont un impact positif et des externalités positives pour les populations locales, on peut avoir plus de justice climatique, bien entendu, on peut avoir le droit au développement. Prenons un exemple simple. Une société vient en Afrique pour développer une foresterie. Autour de cette foresterie, elle peut créer des emplois.
des emplois dans la transition énergétique, des emplois dans l'agroforesterie. Elle peut aussi aider au développement de la formation des populations locales. Elle peut aider au développement de l'accès à l'eau, dont vous avez énormément parlé, mais aussi elle peut favoriser la contribution à la croissance du PIB. Plus les populations locales ont des ressources financières, plus cet enrichissement leur permet de payer des taxes, leur permet d'acquérir des biens de consommation et de favoriser le développement de l'économie locale et donc de contribuer de façon mécanique et de façon exponentielle à développer l'écosystème et à développer la richesse de l'environnement. Donc, du fait qu'on a cette génération de crédit carbone qui est nécessaire, du fait qu'on a la contrainte d'avoir l'ESG qui est aujourd'hui très important, mais qui se mesure effectivement. Je pense que notre collègue de la BOAD a mentionné les inputs dont on a besoin. Et aujourd'hui, il y a plus en plus de projets qui ne seront même pas financés par les banques si elles n'intègrent pas des inputs d'ESG. Prenons un exemple très simple. Il y a beaucoup de banques aujourd'hui qui ont décidé de ne plus financer le développement des énergies fossiles. Ça veut donc dire qu'il y a un arbitrage aujourd'hui qui est fait entre le financement des projets fossiles et le financement des énergies renouvelables. L'avantage de l'Afrique aujourd'hui, c'est de pouvoir se projeter immédiatement dans la transition énergétique sans être obligé, comme on l'a fait pour le téléphone à l'époque, de passer par les énergies fossiles dans beaucoup de domaines. Et donc, le développement et la transition énergétique et l'adaptation dont vous avez parlé fait qu'on a maintenant un cercle vertueux qui est en train de s'établir et qui va permettre justement un développement plus propre des pays africains. Bien entendu, il y a un souci de gouvernance. Je pense que vous l'avez évoqué. Et je crois qu'il est vrai aujourd'hui que la COP27 peut aussi favoriser une gouvernance accrue dans, un, la définition des projets, deux, la supervision des projets, et trois, encore plus important, c'est l'accroissement des projets entre les pays africains, entre intra-pays africains. Les zones d'échange et de développement intra-pays africains doit aujourd'hui permettre d'avoir des projets qui ont des tailles significatives pour attirer des investisseurs de grande taille. Que recherchent en général les investisseurs quand ils investissent, c'est une taille assez significative pour que le projet en lui-même soit rentable. Et on parle de projet bancable. Et je crois qu'effectivement, l'un des intérêts de la finance climat, c'est que les projets ont des tailles suffisantes pour permettre d'attirer des investisseurs multiples qui peuvent investir sur les projets dans ce qu'on appelle le blending finance. Et je vais donner un exemple. Pour qu'un projet puisse avoir lieu et un projet de développement d'infrastructure, il y a généralement trois phases. Il y a la phase d'étude, qui est la phase compliquée, parce qu'il faut prendre des risques. On peut clairement perdre les investissements qui ont été faits. Et ça, il est important que ce soit les DFI et aussi les institutions comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la BOAD, qui puissent permettre d'aider. Il y a aussi les institutions européennes, l'AFD, la KfW allemande, qui arrivent justement à cette première phase qui est très importante. Une fois que cette première phase a été conclue, il y a maintenant ce qu'on appelle la finance à proprement parler, qui est la finance project finance, là où il y a encore un peu de risque, mais la première phase ayant été réglée, il est plus facile pour les banques privées ou pour les investisseurs ou les fonds de venir et d'apporter la deuxième strate de financement qui va permettre de mettre le projet dans son ensemble. Et ensuite, la troisième partie, ce sont les fonds de long terme qui peuvent justement reprendre ces projets-là
et permettre le développement et la continuité du projet. Donc, il est important de voir que le blending finance permet justement d'avoir des risques différents, des étapes différentes et d'emmener le projet totalement au bout. Il est évident que quand un projet est de grande ampleur et quand le projet est risqué, les investisseurs privés sont un peu frileux et c'est normal. Ils ont donc un rôle qui est un rôle intermédiaire entre les banques de développement qui peuvent financer la première partie. Et après, il y a aussi les fondations qui donnent des dons pour financer les projets. L'une des raisons là où la finance climat est un peu différente du système des dons, c'est que au départ, quand les dons sont consacrés à des projets, en tout cas, d'après ce qu'on a vu, les projets ne sont pas généralement de long terme. L'inconvénient du don, c'est qu'il ne favorise pas, malheureusement, la sécurité à long terme du projet. Il faut donc emmener à l'intérieur d'un projet la phase de don, qui est une phase originale et qui permet justement de lancer le projet dans la partie la plus délicate de la définition du projet. Donc, c'est cela pour montrer qu'aujourd'hui, pour l'Afrique, bénéficier des financements, parce qu'il y a énormément de financements, mais il y a très peu de projets. Donc, le rôle du secteur privé aujourd'hui, c'est de développer des projets, d'emmener des projets d'envergure avec des contenus locaux qui permettent ensuite de les financer sur la place européenne, sur la place américaine, où il y a effectivement beaucoup de projets. Je crois que dans les 2 semaines dernières, il y a probablement une dizaine de fonds qui se sont lancés, qui sont des fonds climat, entre 300 et 500 millions. Et régulièrement, je pense que si vous suivez l'activité, il y a de plus en plus de fonds qui lèvent des sommes importantes de capitaux pour pouvoir investir dans des projets. Et le challenge des entreprises africaines, des entreprises privées, c'est effectivement de continuer à regarder les innovations et d'apporter des projets qui pourraient aujourd'hui servir pour les investissements qui sont largement disponibles. Quand on regarde concrètement ce qui va se passer à Sharm el-Sheikh, il va y avoir effectivement des promesses de centaines de millions de dollars pour des projets. Et très rapidement, la deuxième question qui va se poser, il n'y a pas de projet à financer. Donc, le vrai défi pour l'Afrique, ce sont les projets. Il faut absolument que les États, que la société civile se mettent en ordre de bataille pour proposer des projets. Et je crois que si on arrive à réussir ce challenge, ce ne sera pas un problème de financement parce qu'il y a des financements. Et je crois que la difficulté aujourd'hui, et c'est pour ça que au sein du groupe Southbridge, nous discutons avec beaucoup d'États, nous discutons maintenant avec beaucoup de sociétés privées pour qu'ils nous apportent un pipeline de projets. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de monter une plateforme, et nous souhaitons la faire très bientôt, pour permettre justement, pays par pays, de répertorier les projets qui sont des projets pilotes d'abord. Il faut pas hésiter à monter des projets qui sont de moyenne envergure pour développer et lancer l'activité, et ensuite aller vers des projets plus grands. Alors, il y a une initiative que vous connaissez peut-être, qui est l'initiative de la muraille verte. La muraille verte, qui va de Dakar à Djibouti et qui est un projet très important, permet justement de drainer des fonds vers l'Afrique par des sociétés importantes et des sociétés philanthropiques. Et là encore, ce qui est important, c'est d'associer les populations locales à développer des projets, à présenter les projets. Et nous, à Southbridge, nous souhaitons avoir
des demandes et des projets qui nous sont envoyés pour qu'on puisse les mettre dans le pipeline, parce qu'on a énormément d'investissements disponibles pour pouvoir concrétiser et financer les projets. Donc, pour revenir, est vraiment très important pour nous et pour l'Afrique, c'est de proposer, j'espère, à la COP 27, des initiatives qui permettront de regrouper les projets, de les thématiser, parce que c'est important, un projet d'accès à l'eau, un projet agroforesterie, un projet pour les carences protéiniques, par exemple, peuvent être présentés à des investisseurs différents. La finance climat n'est pas une finance juste simple. Il y a différentes poches, il y a différents intérêts pour les fonds qui se développent. Et aujourd'hui, on dirait que oui, on parle beaucoup de carbone, mais déjà, on parle de biodiversité. Donc, les deux ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. Donc, il est important justement d'avoir ce qui est une vue d'ensemble et une vue holistique sur les différents véhicules d'énergie et de transition. Je termine en disant qu'aujourd'hui, il y a en Afrique beaucoup de possibilités de développer l'hydrogène vert. Et ça, aujourd'hui, c'est un élément important puisque dans la transition énergétique, de plus en plus de sociétés automobiles et industrielles parlent de l'utilisation de l'hydrogène vert. Et pour l'Afrique, c'est aussi une ressource qui peut être utilisée déjà en Afrique, parce qu'on peut justement créer en Afrique de la mobilité de transition dès le départ, mais on peut aussi utiliser cette énergie à l'exportation. Elle est décarbonisée. Donc, je pense qu'en regardant les deux volets du développement de projet et du financement, on peut marier et matcher la demande internationale pour le financement de la rentabilité et le souhait de l'Afrique pour le développement durable et sustainable. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci, Émeric, pour cette présentation dans laquelle, effectivement, en résumé, elle a été très riche. Tu évoquais la question de la finance carbone et en un mot, hein, pardon de résumer la complexité, effectivement, de ce marché-là. Tu évoquais le fait qu'il ne faudrait pas retomber dans les travers du protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto, c'était essentiellement basé sur la finance carbone et 2% du marché du carbone seulement a bénéficié à l'Afrique. Donc, il faut éviter les mêmes erreurs que lors de Kyoto. Je pense que c'est ça une partie du message que tu avais. C'est tout l'objet des négociations pour mettre en œuvre l'article 6 de l'accord de Paris, l'améliorer. Il y a encore beaucoup de sujets à clarifier que tu évoquais, notamment effectivement sur les ressources forestières, hein, qui sont des véritables poumons, le deuxième poumon de la planète. Et puis, dans ces besoins de financement, finance climat, en t'entendant, on voit bien que effectivement le secteur privé, que ce soit les investisseurs ou les porteurs de projets, sont prêts. Il faut aider à travers ces plateformes, à travers toutes sortes d'initiatives, de mettre l'offre et la demande ensemble pour pouvoir investir, mais aussi d'avoir naturellement le cadre institutionnel, la volonté politique pour que ça se fasse. Karine avant parlait notamment aussi des partenariats publics-privés. Il nous reste quelques minutes avant la fin. Alors, je voulais passer la parole à la salle, à l'audience, aux participants, pour savoir s'il y avait des questions. Pour cela, je me tourne vers Serge. Serge, voilà, je te vois à l'écran, qui va nous poser les questions à nous participants, à nous intervenants, auxquelles on va répondre dans un instant. Mais Serge, je te laisse la parole pour les questions que tu as pu trouver sur le… Ce n'est pas la question, mais celle du temps de réponse à ces questions. Trois brèves questions. La première adressée à Jean-Pierre Raffarin par Saïda Agrebi, qui préside une ONG.
et qui remercie Jean-Pierre Raffarin pour son intervention et qui lui demande de préciser un peu ses idées quant à la manière dont la société civile peut contribuer à la réalisation pratique des investissements, des comportements qui permettent la décarbonation. Deuxième point, c'est une remarque, je ne sais pas si elle appelle une réponse, ce sont des entrepreneurs africains qui regrettent un certain manque de communication de la part des autorités gouvernementales quant aux moyens, aux mécanismes d'incitation pour verdir les investissements et les activités. Troisième question qui porte un peu sur ce que vient de dire Emery, qui est, bon, il a évoqué l'idée du leapfrogging. On passe d'industries anciennes aux industries d'aujourd'hui et de demain, mais comment se présente la question de la propriété intellectuelle qui naturellement a un coût dans les investissements, qui implique une certaine compétence technique, managériale, et est-ce que ce n'est pas un obstacle à faire ce saut de grenouille qui apparaît tout à fait utile et nécessaire. Voilà les trois questions pour quelques minutes de réponse si on tient l'horaire prévu. Merci. Merci Serge. Alors si je les prends dans l'ordre, Monsieur le Premier ministre, souhaitez-vous répondre à la première question? Je vais répondre à la question sur la société civile, mais simplement, ce que j'ai trouvé passionnant dans ce débat, c'est au fond, là je me place sur un plan politique général, il y a trois grands chantiers qui apparaissent et pour lesquels, visiblement, on a encore beaucoup de travail à faire. Le premier chantier, je dirais, c'est le chantier qu'on pourrait appeler positivement de la confiance et négativement de l'hypocrisie. C'est-à-dire, c'est revenu à plusieurs fois dans le débat, il est clair qu'il faut lever cette hypocrisie qui fait que finalement, on voudrait considérer le changement climatique comme quelque chose d'immense, d'énorme, mais qu'en fait, quand se pose une question comme le Covid, on voit qu'on n'est pas du tout le pied au plancher. Que finalement, c'est une menace dont on pourrait dire qu'on en parle de manière prioritaire, mais on le traite de manière secondaire, en résumé. Et là, je pense qu'il faut lever ces questions-là, il faut créer un climat de confiance. On ne va pas avoir cette menace d'hypocrisie qui est, je crois, vraiment un sujet. Donc là, il faut quand même qu'on ait cette confiance et ça demande vraiment, en effet, de monter en préoccupation, et j'y reviendrai pour les sociétés civiles, je terminerai par ça parce que c'est sans doute aussi là que peut se gagner la bataille, mais il faut lever cette idée, oui, le changement climatique est une affaire majeure du niveau des tensions guerrières entre les peuples, du niveau des grandes pandémies, du niveau de l'existence même de l'humanité. Donc, ce n'est pas une préoccupation de nature périphérique, c'est une préoccupation centrale. Je crois que ça, il faut quand même bien éclaircir ce sujet parce que ça va embêter tous les autres problèmes. Deuxième réflexion très importante de ce débat, c'est qu'au fond, c'est les projets qui peuvent manquer et c'est les projets qu'il faut essayer de bâtir. C'est ce pipeline de projets dont on vient de parler qui me paraît aujourd'hui très, très important. Et en fait, souvent, on voit ça dans ma vie d'acteur local, 18 ans à la tête d'un exécutif régional, je voyais bien que souvent les problèmes, c'était plus les projets que les financements. Un bon projet trouve souvent des financements, mais on est souvent dans un certain nombre de zones en déficit de projets. Donc
Le deuxième sujet, c'est l'appel aux projets et de manière à les identifier et là, à mobiliser les sociétés civiles, à mobiliser les entrepreneurs, le secteur privé, l'ensemble de tous les acteurs. Un, essayer d'abattre le mur de l'hypocrisie. Deux, nourrir le pipeline de projets. Et trois, mettre l'innovation au service des financements. Je vois bien que là, l'ingénierie financière, j'ai beaucoup été intéressé par le phasage dont on a parlé tout à l'heure, de manière à ce qu'on puisse avoir les dons impartis à un moment dans le projet et puis les ingénieries plus innovantes plus tard dans d'autres phases. Je crois que c'est quand même très, très important. Et qu'au fond, il ne faut pas avoir peur de l'innovation en matière de financement, mais on aura quand même des financements de plus en plus innovants si on a de plus en plus de projets de qualité. Donc, il faut hiérarchiser les sujets, c'est les projets qui doivent l'emporter et les financements qui doivent s'adapter. Donc, hypocrisie, projet, financement et innovation dans le financement me paraissent les points très importants. Et c'est là, je réponds à la question, c'est vraiment un appel à la société civile parce que pour lever l'hypocrisie, c'est la société civile qui est plus convaincue des menaces que souvent les États. Donc, c'est à la société civile, aux associations, aux jeunes entrepreneurs, aux femmes, aux associations diverses et variées, de monter en ligne, de faire exister. Aujourd'hui, la planète est un objet politique dans les mains de tout le monde. Et donc, cette émergence-là des sociétés civiles qu'il faut essayer de pousser en avant. Et c'est vrai pour le débat et la gravité du débat, c'est vrai aussi pour aller chercher avec les associations, avec les collectivités territoriales décentralisées, avec l'ensemble des partenaires, les projets qui peuvent participer à cette action commune. Et puis, en ce qui concerne les financements, là, je crois qu'il y a une sorte de démarche de bonne pratique à mener, d'essayer d'être le plus innovant possible, mais je pense aussi qu'aujourd'hui, il y a quand même dans le monde encore beaucoup de liquidités, même s'il y a des inquiétudes, et que ces liquidités, il faut les flécher sur les bons projets et sur cette priorité qui est celle du climat. Donc, je pense que la société civile, les sociétés civiles sont celles qui aujourd'hui doivent pouvoir faire entendre leur voix. Elles sont présentes dans les COP. Je dirais que dans ce que nous travaillons les uns et les autres pour essayer de développer un multilatéralisme plus performant, on voit bien qu'il faut le sortir un peu de la diplomatie traditionnelle et de la politique pour l'ouvrir de plus en plus aux sociétés civiles. C'est quand même l'apport des COP par rapport aux autres réunions de l'ONU. C'est les COP, c'est l'ONU plus les sociétés civiles, et c'est ça qu'il faut mettre en avant, et le mettre en avant sur chacun des grands sujets. Pour moi, le mettre en avant pour lever les hypocrisies, pour sortir des projets et pour innover dans les financements. Voilà ce que je tire comme acquis, mais j'ai trouvé ce webinaire très intéressant. Je remercie tous les participants. Je me tourne vers Serge, qui est le maître des horloges. Oui. Est-ce qu'on a encore quelques minutes? Écoute, on a la tradition de terminer à l'heure. Peut-être qu'on peut demander après ce qui peut être le mot de conclusion de Jean-Pierre, si chacun en une minute a un mot à dire sur ce qu'il retire de ces échanges, comme vient de le faire Jean-Pierre, mais en une minute chacun. Très bien. Faisons cela. Une minute, effectivement. Ça ne va pas être facile, mais on va y arriver. On va y arriver. Bon, Karim, oui, voilà. Moubarak. Oui, je peux me jeter très rapidement à l'eau. Bon, il y a eu des éléments très importants que Émeric a souligné dans sa présentation. Donc, les Nature-Based Solutions, la biodiversité et autres, c'était déjà dans l'accord de Glasgow. Et je pense que ce sont des outils à prendre en charge plus dans les discussions à la COP. Et la COP, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la COP de l'action. Donc, les plans d'action sur les contributions déterminées au niveau national, le partage et la coopération sud-sud entre les pays d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique globalement, et le transfert de technologie qui est très important aussi pour ce projet-là. Et donc, au niveau de l'origination des projets, il faut vraiment faire un travail important pour pouvoir attirer toutes les sources, les diverses sources de financement dans les projets à développer. Donc, c'est un aspect très important, l'origination des projets. Donc, c'est quelque chose que je voudrais souligner. Merci. Merci pour cette
Intervention concise. Karim, même chose, en un temps bref, le mot de la fin, ton opinion. Mon opinion, alors c'est plutôt, je dirais, il y a peut-être une reprise de ce qui a déjà été dit, mais j'insiste sur l'urgence de l'adaptation au changement climatique, parce que quelle que soit la manière de concevoir un projet, quelles que soient les modalités de financement, si à moyen terme, tout ce qui aurait été conçu et construit ne peut plus être opérant par rapport aux risques climatiques à venir à court, moyen, long terme, ce sera encore des défis de plus en plus coûteux. Je voudrais juste peut-être faire un petit pont exotique vis-à-vis de l'Afrique. Il faut toujours analyser les signaux faibles. Un signe faible majeur, qui est à mon avis un signal important qui peut être donné à l'Afrique, c'est le point de vigilance du secteur de l'assurance. La Floride, une grande partie des assureurs ont décidé de ne plus assurer une grande partie des actifs en Floride, tout simplement parce que le coût de la couverture devient quasiment insupportable et même met à perte les modèles économiques du secteur de l'assurance. Et on voit la même chose se passer en Californie, qui est quand même le premier État des États-Unis. Donc, si on fait un transfert vers ce qui peut se passer en termes de prospective du côté de l'Afrique, ce sont des signaux qui montrent l'urgence et la nécessité de revoir les modalités de financement et derrière de pouvoir concevoir des systèmes pour que les territoires soient, je dirais, attractifs en termes d'investissement, nonobstant le fait qu'elles puissent garantir des systèmes et des infrastructures adaptés au changement climatique. Le risque zéro n'existera jamais, ce n'est pas possible, mais en tout cas de minimiser un maximum les risques. Pourquoi? Parce qu'il me semble, et c'est ce que l'on voit maintenant de plus en plus à travers le monde, c'est que l'adaptation au changement climatique doit et va devenir de plus en plus l'un des critères majeurs d'attractivité des territoires. Donc, sans cette capacité, c'est une boucle, hein. Rien n'est isolé. C'est un système assez global, mais quand on le comprend, on voit qu'il y a des équilibres. Il y a des avantages et des pertes, il y a des risques et la manière de les maîtriser. N'oublions pas que le critère de l'adaptabilité des territoires et de leur résilience vis-à-vis des risques, notamment climatiques, vont devenir et sont en train de devenir l'un des facteurs majeurs de l'attractivité des territoires et donc un enjeu majeur pour le développement. Voilà. Merci. Effectivement, quand tu parlais de l'assurance, la question des pertes et dommages va, à mon avis, être un sujet de plus en plus de tension dans les négociations et ça rejoint ce que tu dis, effectivement, le problème que ça devient intenable. Aymeric, 1 minute pour le mot de la fin. 30 secondes. Le développement de l'Afrique peut passer par la finance climatique. C'est tenu, superbe. Écoute, merci. Merci à tous. Je vais aussi, moi, dire un tout petit mot et ça va permettre de répondre à la dernière question d'un des participants, qui est de dire que le continent africain est une terre d'innovation. Donc, la question du leapfrogging, certes, il faut la traiter, mais en même temps, il y a des solutions, on l'a vu sur des tas d'autres technologies, la télécommunication, où le continent africain ne copie pas, il invente. Et moi, je pense que sur la question climatique, c'est aussi ce qui est en train de se passer. On le voit, on l'observe. Et donc, je suis très confiant sur cet aspect-là, avec toute cette jeune génération qui lance des startups dans le domaine de l'adaptation, dans le domaine de l'atténuation. Et donc, ça répond à cette problématique de s'adapter ou d'innover avec une problématique continentale. Voilà pour ce webinaire. Je passe la parole à Monsieur le Premier ministre pour le mot de conclusion. Merci beaucoup à tous les intervenants. Merci à tous ceux qui ont participé à ce séminaire. Et je crois que quelqu'un le disait tout à l'heure, il faut bien que nous ayons conscience que ce qui se joue en Afrique se joue partout ailleurs, que c'est un cœur qui, pour toute la planète, doit continuer à battre et que si ce cœur est d'une manière ou d'une autre asphyxié, nous en connaîtrons tous des problèmes majeurs. Donc, nous sommes là sur quelque chose qui nous concerne tous très directement. Merci en tout cas à tous les participants de leur contribution particulièrement fructueuse. Et merci à la Fondation Prospective et Innovation, à Serge de Gallet et à toute l'équipe pour ce travail collectif. Bonsoir à tous.